programme d'histoire. Merci beaucoup, M. Seck et M. Fall, pour ces bienvenus exposés qu'ils viennent nous livrer par rapport au programme de géographie en classe de terminale. Mais d'abord, avant de commencer, je voudrais juste donner un conseil aux élèves, puisque je suis en train de suivre le cap en même temps que vous. Ne vous focalisez pas sur des fuites ou bien tout simplement sur des rumeurs pour que c'est ceci qui va sortir ou ceci qui va sortir. Donc faites votre maximum et essayez d'apprendre tout, faites tout votre possible, concentrez-vous et faites des fiches de notes dès à présent. Et à partir de ce moment, vous aurez plus de chances pour réussir que d'attendre des fuites ou tout simplement des rumeurs qui pourront vous perturber. Alors, par rapport au programme d'histoire en classe de terminale, comme M. Seck et M. Fall viennent de le faire avec les espaces blocs sur le plan de la géographie, au niveau de l'histoire, nous avons pratiquement deux grands aspects qu'il faut souligner. C'est-à-dire la grande partie qui traite les questions qui sont liées au monde contemporain et la deuxième grande partie qui traite les questions liées aux civilisations. Et dans chaque grande partie ou dans chaque chapitre, nous avons deux parties. Par rapport au grand A ou au chapitre premier qui traite le monde contemporain, nous avons la première partie qui parle du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous y reviendrons, mais également des questions de la décolonisation, les différentes formes de décolonisation, les causes de la décolonisation, à la fois les causes internes, les causes externes, etc. Et sur le plan de civilisation, nous avons la civilisation négro-africaine et tout ce qui suit. Nous avons également la civilisation musulmane. Donc, de manière générale, ce sont ces questions-là qui sont prises en compte par le programme d'histoire en classe de terminale. Et pour la première partie, qui traite du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une leçon sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les règlements de conflit. Il y a également une partie qui traite des relations Est-Ouest. Donc nous allons commencer d'abord par ces deux leçons-là. Alors, quand on parle du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1990, il faut replacer, cela, il y a des élèves déjà qui posent des questions sur le contexte historique. Nous y reviendrons avec la méthodologie en commentaire en dissertation. Ne vous inquiétez pas. Alors, sur le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1945-1949, il faut d'abord passer les choses dans le contexte. Ici, le contexte qu'il faut prendre en compte, c'est le bouleversement majeur dans l'histoire du monde par rapport à son ampleur. Ça veut dire que la Deuxième Guerre mondiale, qualifiée comme étant la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, et du 19e et 20e siècle en quelque sorte, mais également, c'est une guerre qui a été d'abord une guerre européenne, ensuite qui s'est internationalisée. Parce que quand on parle de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça en réalité. Ça veut dire que c'était une guerre européenne qui a opposé deux camps, le camp des Alliés et le camp des puissances de l'Axe, comme on dit. D'un côté, il y avait les Allemands qui étaient la locomotive, et de l'autre côté, la France avec ses alliés, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni. Maintenant, cette guerre-là a fini par s'internationaliser à travers le monde. Je parlais tout à l'heure des États-Unis qui se sont venus à partir de 1944. Il y a également la participation des Africains, mais également la participation des Asiatiques. Et ce qu'il faut souligner dès le départ, c'est que par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, la quasi-totalité des affrontements, ou la quasi-totalité des théâtres d'opération, c'était en Europe. C'est la raison pour laquelle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe va être détruite et réunite. À partir de ce moment, les Américains qui n'ont pas connu d'opérations militaires au sein de leur territoire ne vont pas enregistrer des pertes sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan économique. C'est ce qui justifie le fait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont devenir, ou les États-Unis, la locomotive de l'économie mondiale, en quelque sorte, moins revenu sur ça tout à l'heure, sur le plan de la géographie. Alors, toujours par rapport à l'histoire, cette guerre a engendré des conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de guerre sans pour autant parler de conséquences. La Seconde Guerre mondiale a engendré des conséquences. Et parmi ces conséquences qui ont représenté également sur le plan de l'histoire, il y a eu un tournant décisif de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan des relations internationales, il y a eu l'émergence des États-Unis, mais il y a eu également l'émergence de l'Union soviétique, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et à partir de là, on les appelle les deux grands jusqu'en 1945. Mais il y a une chose très importante,
De 1945 à 1947, c'est là où beaucoup de choses se sont déroulées. Et là, nous y reviendrons sur la leçon concernant les relations Est-Ouest. Alors, en première partie, il y a eu des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à ces conséquences de la Seconde Guerre mondiale, il y a les conséquences humaines, il y a également les conséquences matérielles, c'est-à-dire la situation dans laquelle le monde est sur le plan humain et sur le plan matériel. Si on prend par exemple le bilan humain, la Deuxième Guerre mondiale est une guerre qui a engendré beaucoup de pertes en vie humaine. C'est la raison pour laquelle elle a été qualifiée comme une hécatombe démographique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine et cela peut se comprendre parce que quand on parle de guerre, il y a eu des bombardements. Je ne parle pas pour l'instant des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Mais d'abord, en Europe, il y a eu beaucoup de bombardements de villes, surtout en URSS, en Allemagne, en France, où les Allemands avaient pris le tiers de la France pratiquement à partir de 1940. Donc, à partir de là, puisqu'il y a eu des bombardements, il y aura certainement des pertes en vie sur le plan militaire, mais également sur le plan civil. Et on ne peut pas mesurer l'ampleur de ces dégâts. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à cela s'ajoutent les guerres qui sont liées, les bombardements qui sont liés à Hiroshima et à Nagasaki, au Japon. 2 bombes atomiques qui ont été larguées, notamment entre le mois d'août, de août et 9 août, en l'espace de 6 août, 2 bombes ont été larguées à Hiroshima et à Nagasaki et qui ont causé pratiquement environ plus de 100 000 morts. Donc ça veut dire que, imagine, un pays qui a enregistré ces pertes en vie humaine là, à cela s'ajoutent les pertes en vie humaine en Europe, plus particulièrement en Union soviétique, en France, en Allemagne, et avec également les conditions climatiques qui ont aussi causé beaucoup de morts, surtout du côté africain, qui n'étaient pas habitués au climat, surtout au climat de Russie. Maintenant, sur le plan également des conséquences matérielles, il y a eu aussi des dégâts matériels. Tout à l'heure, quand je parlais des bombardements, s'il y a des bombardements, il y a certainement des pertes en vie humaine, mais il y a également des dégâts matériels. C'est-à-dire que la stratégie de guerre imposait à ce que les puissances bombardaient d'abord les routes, ils coupaient les voies de communication. Les routes, les chemins de fer, mais également les ports et les aéroports pour empêcher aux bateaux de quitter, mais également pour empêcher aux avions de décoller. Et cela a fait qu'il y a eu beaucoup de pertes sur le plan matériel en Europe, en Asie, mais également en Afrique, où il y a eu des bombardements, rappelez-vous des bombardements au niveau de Dakar, notamment en 1943 et en 1944. Le bateau de Chedier qui a été bombardé ici à Dakar et des tirailleurs sénégalais. Donc, sur le plan humain et sur le plan matériel, ce sont ces conséquences-là que vous pouvez noter. Au-delà de ces conséquences humaines et matérielles, il y a eu également des conséquences sur le plan moral, mais également sur le plan politique, qu'on appelle le bilan moral et le bilan politique. Alors, le bilan moral, quand on parle de bombardement, quand on parle de bombes atomiques, avec les dégâts que cela peut favoriser, surtout parce que les bombes atomiques, on utilise des produits chimiques, avec des déchets radioactifs qui continuent aujourd'hui à faire des ravages, surtout au niveau du Japon. Alors, sur le plan moral, si on pense que est-ce que l'être humain est capable de mettre en place une bombe à destruction massive, ça veut dire qu'une bombe qui pouvait anéantir le monde. Sur le plan moral, c'est pas raisonnable. Mais sur le plan scientifique, cela a été mécanique. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, le bilan moral est lié à cela, au bombardement, à l'utilisation de l'arme atomique, à l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais il y a un autre aspect très intéressant, ce sont les exterminations au niveau des camps de concentration nazis, le nazisme. Il y a eu 6 millions de juifs qui ont été exterminés, soit par asphyxie, soit par gaz, ou soit qui ont été enfermés dans des chambres hermétiquement fermées. Vous voyez, sur le plan moral, est-ce qu'un être humain peut faire cela à un autre être humain? Et c'est la raison pour laquelle ici on parle tout simplement de bilan moral. Donc cela a créé un bouleversement psychologique. Et c'est ce bouleversement psychologique-là qui a provoqué la mise en place de tribunaux pour traiter ou pour juger les criminels de guerre. Sur le plan politique, il y a une ère nouvelle qui se dégage. À l'heure où je vais parler d'une nouvelle ordre mondiale. Ça veut dire qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres espaces qui vont naître, ils ont parlé tout à l'heure d'espace économique, mais également sur le plan politique. Et surtout, ici, cela va venir avec la leçon sur les relations Est-Ouest. Les Américains vont faire leur entrée sur la scène internationale avec une idéologie capitaliste, une économie libérale, et les Soviétiques, une économie sur le plan politique, une idéologie communiste, une idéologie socialiste. Alors,
Donc, sur le plan politique, il y aura la primauté des Américains, surtout sur le plan économique et sur le plan politique. Les Américains vont défendre sur le plan politique la démocratie et sur le plan économique le capitalisme. Donc, le capitalisme rime avec la démocratie américaine. Il y a également la position de l'URSS comme deuxième puissance mondiale. Donc, l'URSS se positionne comme deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis parce que ce sont, à partir de jusqu'à cette période, c'est seulement les Américains qui disposaient de l'arme atomique et qui étaient en avance sur le plan militaire, mais également sur le plan politique et sur le plan économique. Donc, à partir de là, ils se réclament les gendarmes du monde, ils se considèrent comme étant la première puissance mondiale. L'Union soviétique qui est sortie un peu vainqueur entre guillemets de la Seconde Guerre mondiale, surtout en Europe, parce que l'Europe a perdu sa suprématie d'une manière générale, mais il y avait quand même l'Union soviétique qui parvenait à résister et à concurrencer les Américains jusqu'en 1947 avec l'éclatement de la guerre froide. Et toujours par rapport à cela, il y a eu le déclin de l'Europe qui est ruiné et dévasté. C'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a perdu beaucoup sur le plan matériel, sur le plan financier, qui devient indépendant. Et ce sont les Américains qui vont l'aider, surtout avec l'Europe de l'Ouest, qui vont accepter la politique capitaliste ou la politique américaine en quelque sorte. Et il y a également la remise en question de l'ordre colonial, ce qui va être en rapport avec la deuxième partie, surtout sur les questions de décolonisation. Alors, les pays africains et asiatiques d'une manière générale qui sont restés fidèles à la métropole, à la colonie, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui ont découvert surtout en Afrique la suprématie de l'homme blanc, le mythe qui a chuté, et les pays africains ont commencé à s'organiser en même temps que les pays asiatiques pour réclamer leurs indépendances. Alors ici, il y a tout simplement une remise en question du pouvoir colonial. Donc sur le plan politique, voilà les différents aspects que vous devez prendre en compte. Et toujours par rapport aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu également un aspect très important qu'on appelle le règlement des conflits. Parce qu'après une guerre, il faut quand même aussi essayer de trouver un moyen pour permettre aux puissances de s'entendre et de régler les conflits issus de la Première Guerre mondiale, mais également issus de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que parmi les causes de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette mauvaise paix de la Première Guerre mondiale. Et parmi les règlements de conflits, il y a eu une série de conférences qui a eu lieu depuis 1945, et notamment avec d'abord la conférence de Téhéran, qui a eu lieu en pleine Deuxième Guerre mondiale, en 1943, qui a réuni les puissances telles que les États-Unis, l'Union soviétique et les Britanniques, c'est-à-dire ce qu'on appelait les trois grands. À partir de cette conférence de Téhéran, il y a eu 3 décisions qui ont été prises, des décisions majeures. Alors, c'est la balkanisation de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on entend par balkanisation de l'Allemagne? C'est-à-dire le morcellement ou la division de l'Allemagne en zones d'occupation. D'abord, la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Il y aura une zone pour la France, une zone pour le Royaume-Uni, une zone pour les Américains, une zone pour les Soviétiques. 4 zones d'occupation. Mais, toujours par rapport à l'Allemagne, il y a eu Berlin, la capitale de l'Allemagne, qui va également être divisée en 4 espaces d'occupation qui ont été partagés entre ces grandes puissances-là que je viens de citer tout à l'heure. Et toujours par rapport à cela, il y a eu le rétablissement des frontières de la Pologne sur le plan de la conférence de Yalta par rapport aux décisions qui ont été prises. La conférence de Téhéran, après la conférence de Téhéran, il y a eu la conférence de Yalta. Les 3 grands, les alliés également se réunissent encore une fois de plus à Yalta, mais ici à partir de 1945, où ils vont décider tout simplement de continuer la collaboration qui existait depuis 1943 avec l'avènement des Américains à partir de 1944, leur intervention dans la Seconde Guerre mondiale. Ils vont décider ensemble, donc au-delà de cette collaboration, 3 décisions majeures vont être prises également. L'occupation et le contrôle de l'Allemagne, parce qu'ils considéraient l'Allemagne comme étant l'ennemi commun. C'est la raison pour laquelle il fallait démilitariser l'Allemagne, il fallait affaiblir l'Allemagne. Ce qui fait qu'au niveau de cette conférence aussi, il y aura le contrôle de l'Allemagne, il y aura également la déclaration sur l'Europe libérée. Ça veut dire que quand on parle de déclaration sur l'Europe libérée, qui va porter sur le droit des peuples à disposer de. Et là, ce serait paradoxal, on va y revenir surtout avec les questions de la décolonisation. Parce qu'on ne peut pas déclarer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au même moment, les puissances qui étaient présentes en Afrique et en Asie ne voulaient pas donner l'indépendance aux pays africains, aux pays asiatiques, alors qu'ils prônent ici une Europe libérée. Toujours par rapport aux décisions qui ont été prises à Yalta, il y avait également les principes de la création de l'ONU qui a été annoncée au niveau de la conférence de Yalta. Après la conférence de Yalta, il y a eu la conférence de Potsdam en Allemagne. Et dans cette conférence, il y avait eu
des points d'accord par rapport aux différentes puissances qui ont été présentes lors de cette conférence-là. C'était d'abord le jugement des criminels de guerre au niveau des démocraties populaires, la répartition des guerres par rapport à l'Allemagne, parce que au niveau de l'Allemagne va être sanctionnée à payer 20 milliards de dollars pour réparation. Parce qu'à partir de là, l'Allemagne va être considérée comme étant celui qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, donc il va payer des tributs par rapport à cette Deuxième Guerre mondiale. Et pour les sanctions qui ont été mises pour l'Allemagne, il y aura 20 milliards de dollars qui vont être demandés à l'Allemagne pour réparation de guerre. Au-delà de ces trois conférences, qui sont les conférences majeures, il y aura d'autres conférences, surtout la conférence de San Francisco, avec la naissance de l'ONU en avril et juin 1945. C'est lors de la conférence de San Francisco, lors des trois précédentes conférences, il y a eu l'idée de création de l'ONU, parce que lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il y aura plus précisément la SDN qui va perdre sa suprématie, parce que le rôle de la SDN, c'était de garantir la paix et la sécurité à travers le monde. Puisque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, la SDN ne pouvait plus gérer cela, donc elle n'a plus sa raison d'être. À partir de la conférence de San Francisco, l'ONU va naître. Et l'ONU va être considérée comme étant l'élément de régularisation par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, ou par rapport au maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde. Après la conférence de San Francisco, il y aura la conférence de Paris, la conférence de Bretton Woods. Surtout par rapport à la conférence de Bretton Woods, surtout peut-être que M. Seck va y revenir tout à l'heure, parce que c'est avec la conférence de Bretton Woods que ce qu'on appelle les organisations spécialisées se sont nées. On peut donner l'exemple du FMI, on peut donner l'exemple de la Banque mondiale, qui sont des institutions financières sur le plan international, qui sont mises en place pour appuyer les États sur le plan économique, mais également sur le plan financier. Voilà de façon résumée ce qu'on appelle la leçon sur le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Après avoir s'intéressé sur cette partie très importante, le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un autre aspect que vous devrez prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les relations Est-Ouest de 1945 à la chute de l'Union soviétique en 1991. Alors, dès le départ, il faut noter que ce sont les puissances alliées qui se sont allées en guerre, ce qu'on appelle la guerre froide à partir de 1945. La Deuxième Guerre mondiale prend fin en 1945. De 1945 à 1947, il y a eu une entente, une collaboration de méfiance. C'est la raison pour laquelle on parle de l'alliance à la méfiance. Ça veut dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les puissances alliées se sont alliées pour combattre l'ennemi commun qui était le Japon et l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il y a eu des ententes, mais également avec des troubles entre les deux superpuissances qui viennent de naître, à savoir l'Union soviétique et les États-Unis. Les États-Unis qualifiés comme étant l'Ouest et l'Union soviétique comme étant l'Est. De 1945 à 1947, ils négociaient, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on est par Est l'Union soviétique et par Ouest les Américains. Donc ce sont les relations qui existent à partir de 1947, l'année où la guerre froide a éclaté de façon définitive, les relations qui existaient entre ces deux puissances. Alors, on va aborder cette question en différents points. D'abord, on va parler des aspects politiques et des accords qui ont eu lieu entre ces deux. Par rapport à ces accords-là, il y a eu d'abord la première phase rupture et guerre froide entre 1947 et 1953. Ensuite, il y a eu une seconde phase, ce qu'on appelle la coexistence pacifique, après l'équilibre de la terreur, on y reviendra, 1953-1962. Il y aura également une époque qui serait qualifiée de détente entre 1962 et 1975. Et au-delà de cela, il y a également ce qu'on appelle la guerre fraîche entre 1975 et 1995 et la fin de la guerre froide entre 1995 et 1993. Sur le plan chronologique, voilà comment les événements se sont déroulés. Et alors, du camp de l'Ouest comme du camp de l'Est, on va parler de riposte à riposte. Les Américains et les Soviétiques se sont lancés à la course vers l'armement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Dès le début, il y a eu de vives tensions entre les deux camps. D'abord, la constitution des blocs mouvants. Ça veut dire qu'à partir de 1947, la rupture est annoncée, donc il y a le divorce entre les Soviétiques et les Américains. Les Américains pour le capitalisme, et à partir de ce moment, ils essaient de voir des pays en Europe et à travers le monde pour faire l'expansion du capitalisme. Au même moment,
les soviétiques également essaient de faire l'expansion du communisme à travers le monde et à travers l'Europe divisée en deux, on peut dire, l'Europe de l'Ouest favorable au capitalisme, l'Europe de l'Est et les démocraties populaires favorables au socialisme et au communisme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, avec le plan Marshall, on y reviendra, il y aura 13 milliards de dollars qui vont être destinés à aider les pays de l'Europe de l'Est, de l'Ouest, qui vont accepter la politique capitaliste, la politique du capitalisme, la politique américaine et la démocratie, qui vont bénéficier de cette aide-là pour la reconstruction de l'Europe et de l'Europe de l'Est. C'est ce qui fait que, c'est ce qui vous a dit tout à l'heure, que l'Union européenne, c'était d'abord la CFE, c'est-à-dire Communauté économique européenne, qui va donner plus tard la naissance de l'Union européenne. Alors, il y aura deux. Le camp ouest, capitalisme, démocratie libérale, dirigé par les Américains et l'Europe de l'Ouest. En 1945, il y aura la bombe atomique, c'est-à-dire que les Américains vont obtenir la bombe atomique en 1945. En 1951, ils vont avoir la bombe H, on appelle la bombe d'hydrogène, pour les Américains, et ils vont appliquer la politique d'endiguement pour ce qu'on appelle le containment. C'est-à-dire que la politique d'endiguement n'est rien d'autre que de dénoncer l'expansion du communisme à travers l'Europe de l'Est, mais également à travers le monde, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques faisaient en sorte que le communisme puisse atteindre le plus de pays possible à travers l'Europe et à travers le monde. En 1947, la doctrine Truman s'annonce avec le plan Marshall. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la doctrine Truman qui consistait à bloquer l'avancée du communisme, ce qu'on appelle le rideau de fer. Et avec l'armée rouge également soviétique qui a joué un rôle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour la libéralisation de l'Europe, mais également pour faire l'expansion du communisme. Le plan Marshall, c'est le plan qui était destiné à appuyer sur le plan militaire et sur le plan économique et sur le plan financier à reconstruire l'Europe qui a été détruite et dévastée lors des affrontements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu ce qu'on appelle également le macarthisme. Le macarthisme, c'est tout simplement une idéologie anticommuniste qui est née après 1945. Et la formation de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, où les Américains, les Français et beaucoup de pays en Europe se sont tissés des liens sur le plan militaire pour ce qu'on appelle la défense mutuelle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des attaques quelque part, l'OTAN, sous l'égide de l'ONU, va intervenir dans certaines guerres afin de rétablir la paix et la sécurité à travers ces espaces-là qui ont été attaqués. Et il y aura également, toujours sur le plan militaire, les traités qu'on appelle l'ANZUS, qui va lier l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Américains à partir de 1961. Donc, voilà sur le plan des stratégies que les Américains ont mises en place depuis 1945. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la guerre froide, c'est de riposte en riposte, la course vers l'armement, mais également vers l'expansion de leur idéologie. Alors, ceci concerne seulement les États-Unis. Les Soviétiques ont riposté. Les Américains ont eu la bombe atomique en 1945. Le camp de l'Est, communiste, démocratie populaire, dirigé par l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, va avoir également la bombe atomique en 1940. C'est-à-dire que quelques années plus tard, après que les Américains ont eu la bombe atomique, les Soviétiques vont chercher également la bombe atomique en 1940. Et ils vont également chercher la bombe d'hydrogène en 1953 pour l'Union soviétique. Et ils vont appliquer la politique d'expansion du communisme. Là où les Américains pratiquaient la politique d'expansion du capitaliste, les Soviétiques vont appliquer également la politique d'expansion du communisme. Et ils vont mettre en place, au même moment, en 1947, là où les Américains avaient mis en place la doctrine Truman, les Soviétiques vont mettre également la doctrine Jidanov en réponse à cette doctrine de Truman. Ils vont mettre le KM et le Kamekom sur place, sur le plan économique, mais également sur le plan militaire. Et sur le plan de l'information, ils vont mettre le Cominform. Le Cominform, c'est un bureau d'information qui va être mis en place en réponse également du comité qui a été formé entre les Américains et l'Europe de l'Ouest pour riposter et le pacte de Varsovie. Alors, à partir de ce moment, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terre. Ça veut dire que les deux puissances sont aujourd'hui, à partir de cette époque, conscients que les Américains disposent de bombes atomiques, les Soviétiques disposent de bombes atomiques. Les Américains disposent de bombes H, les Soviétiques disposent également de bombes H. Donc, s'ils utilisent leurs bombes, il y aura l'éclatement d'un troisième conflit nucléaire. Et ce que personne n'avait vu
souhaité pendant cette période-là, parce qu'ils étaient conscients des ravages que la bombe atomique a fait à Hiroshima et à Nagasaki, mais également aux destructions qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu cet équilibre de la terreur, ils ont pensé à ce qu'on appelle la coexistence pacifique de 1953 à 1962. C'est-à-dire qu'à partir de cette période, ou à partir de cette époque, les soviétiques et les Américains ont décidé de collaborer et d'essayer d'avoir un rapprochement. C'est ce qui fait qu'il y a eu une cohabitation, ce qu'on appelle également le dégel, ou tout simplement la baisse des tensions sur le plan idéologique. C'est ce qui fait qu'en 1953, il y aura l'accord de Panmunjom. Cet accord-là va diviser la Corée en deux parties, la Corée du Nord et la Corée du Sud, le long de la 38e parallèle Nord. Et à partir de ce moment, puisqu'il y a des rapprochements, il fallait signer des accords, il fallait signer également des traités de paix et de cesser le feu, même s'il n'y avait pas d'utilisation d'armes. En 1954, il y aura l'armistice de Genève, le retrait français des Dien Bien Phu. Je rappelle que ça va venir avec la décolonisation en Indochine, qu'en 1954, il y a eu cette guerre de libération en Indochine, où les forces du Viet Minh s'étaient opposées aux forces françaises jusqu'à ce qu'ils parviennent à arracher leur indépendance de façon violente ou avec les armes. Donc, en 1954, les Français ont décidé tout simplement de se retirer de Dien Bien Phu. Et en 1955, la conférence de Bandung, le tiers-monde va faire son entrée sur la scène internationale parce qu'à partir de là, il y aura le début de la décolonisation. Et l'URSS va appliquer une politique de déstalinisation. C'est-à-dire que Staline, qui avait mis en place sa politique, va voir qu'à partir de 1955, il y aura une politique pour abandonner petit à petit la politique de Staline parce que les soviétiques vont être conscients qu'ils ne peuvent pas continuer à mettre beaucoup d'argent, à investir sur le plan de l'armement et en oubliant l'aspect économique, ce qui va leur permettre d'entrer très vite en déclin. Donc, à partir de ce moment, ils vont penser à une idéologie économique pour faire l'expansion non seulement du communisme, mais également le développement de l'Union soviétique, parce que, comme rappel, l'Union soviétique fait partie également des pays qui ont enregistré beaucoup de pertes en vie humaine, mais également sur le plan matériel, ils ont beaucoup perdu lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en Amérique, il y aura la politique de l'abandon du rollback et du Manhattan. Donc, ça veut dire que cette politique anticommuniste va être abandonnée en quelque sorte au niveau de l'Amérique. Et l'un des éléments phares de cette consistance pacifique, c'est la rencontre entre les leaders Khrushchev et Eisenhower à Washington en 1959 et en 1961 à Kennedy. Kennedy et Khrushchev vont se rencontrer en Vienne, donc en France notamment. Cela va permettre aux deux camps de se rapprocher et l'installation du téléphone rouge qui va permettre au Kremlin et à la Maison-Blanche de communiquer à temps réel afin d'éviter l'éclatement de certains événements. Alors, après cette coexistence pacifique, il y aura une période qu'on va appeler la détente. Comme son nom l'indique, dialogue, accalmie, rapprochement entre les peuples ou entre les soviétiques et les Américains qui va durer de 1962 à 1975. En 1963, le téléphone rouge va être installé, je l'ai signalé tout à l'heure, qui va permettre le rapprochement entre Washington et Moscou, le Kremlin et la Maison-Blanche, qui vont permettre aux deux superpuissances de communiquer à temps réel. Et toujours en 1963, le traité de Moscou sera signé où il y aura l'interdiction de ces nucléaires dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on interdit les essais nucléaires qui vont aboutir à la mise en place d'armes atomiques ou d'armes nucléaires. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu cet embargo sur l'Iran, sur l'Irak, parce qu'ils continuaient toujours à faire des essais nucléaires, parce qu'ils voulaient également avoir l'arme atomique, parce que c'était l'enjeu géostratégique de l'époque, en quelque sorte. Entre 1969 et 1970, il y aura l'ouverture vers l'Est par Willy Brandt, le chancelier de la RFA, doyen en a cité tout à l'heure, et en 1971, des accords commerciaux entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, sur le plan commercial, en 1969, il y aura eu des accords entre l'Union soviétique et les Américains qui vont les rapprocher et ils vont échanger des produits, ils vont échanger des marchandises. Et en 1972, Nixon reconnaît la Chine de Mao, parce que ici, la Chine de Mao, il y a un élève qui a posé cette question-là tout à l'heure sur la plateforme. C'est-à-dire que pourquoi Mao Zedong avait décidé de se séparer du communisme de Staline à partir de cette époque-là. Et cela remonte depuis la guerre de Cuba en 1962
ou la crise qu'on appelle la crise des fusées de Cuba, avec le bateau qui avait chargé des missiles en direction de Cuba, puisqu'il y avait des allées-rampes de lancement des missiles en direction des États-Unis, il a fallu un troisième conflit nucléaire parce que les Américains avaient demandé au bateau de ne pas franchir et que les Soviétiques étaient prêts à franchir et il y a eu des négociations pour que le bateau soviétique puisse retourner. Donc, Mao ne voulait plus cette politique-là parce qu'avec Mao également, la Chine, il disait que peut-être que les Chinois sont nombreux, mais une personne, c'est une bouche à nourrir, mais c'est deux mains qui travaillent. Mao, c'est comme ça qu'il pensait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Chinois sont parmi les c'est le pays le plus peuplé du monde, donc avec le milliard et quelques de personnes. En 1973, accord de Paris, fin de la guerre de Vietnam. Et je rappelle que cette guerre de Vietnam, c'est les Américains qui ont participé à cette guerre de Vietnam-là, après la guerre d'Indochine au niveau de l'Asie, avec opposant les forces du Vietnam et les forces françaises. En 1975, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Helsinki et le respect des droits de l'homme et des frontières de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que, par rapport à ces accords d'Helsinki-là, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il faut respecter les frontières qui ont été tracées et les États indépendants on doit respecter les indépendances. Les droits de l'homme devaient être respectés. Après cette détente, il y a ce qu'on appelle la guerre fraîche 1975-85 et la fin de la guerre froide. Donc, la détente va être également perturbée à nouveau. C'est la raison pour laquelle on parle ici de reprise de la tension. Politique d'expansion soviétique du tiers-monde, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les soviétiques vont se lancer à la politique d'expansion du communisme à travers des pays qu'on va appeler le tiers-monde, c'est-à-dire les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, notamment en Asie, en Amérique du Sud et au niveau de l'Asie. Donc ce sont ces blocs-là qui vont constituer le tiers-monde et le course aux armements va également être relancé et le durcissement de la politique des États-Unis contre l'Union soviétique, qu'on appelle la politique de Carter. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment où les soviétiques vont s'en lancer encore à l'expansion du tiers-monde, vont s'en lancer encore à l'investissement sur le plan des armes, les Américains vont durcir la politique anticommuniste au niveau du monde. Et en 1969, Carter va refuser de ratifier l'accord de SALT II en 1979 et boycotter les Jeux de Moscou. C'est-à-dire les Jeux olympiques qui sont en train de se dérouler d'ailleurs, va être refusé par les Américains au niveau de Moscou, où Ronald Reagan lance America is back et IDS. Donc, cela également fait partie de cette politique que les Américains vont lancer à partir de cette période. En 1985, Gorbatchev lance le glasnost et le perestroïka. Donc, à partir de là, en 1989, il y aura la chute du mur de Berlin en 1989 et en 1990, la réunification de l'Allemagne. Ça veut dire qu'en 1989, la chute du mur de Berlin et en 1989, il y aura la réunification de l'Allemagne. Donc, l'Europe n'est plus divisée parce qu'il y avait la RFA et la RDA qui étaient séparées. On va revenir sur ça tout à l'heure avec d'autres aspects. En 1990, lorsqu'il y aura cette réunification-là, toujours en 1990, retrait soviétique du tiers-monde, crise économique et politique, indépendance des pays satellites et fin de l'URSS. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment, les pays satellites, ce sont des pays qui dépendaient de l'Union soviétique. Ces pays qui dépendaient de l'Union soviétique vont avoir leur indépendance, l'Allemagne est réunifiée et l'Union soviétique va se retirer du tiers-monde. À partir de ce moment, on va s'intéresser maintenant sur les crises politiques et militaires qui ont eu lieu en pleine guerre froide. Par rapport à ces crises politiques et militaires qui ont eu lieu en pleine guerre froide, et ce sont des crises où on a failli aller en troisième guerre mondiale. La première crise, c'était la crise de 1948-1949, qu'on appelle le blocus de Berlin. Dans ce blocus de Berlin, en 1949, RDA et RFA, et la partie occupée par l'Union soviétique va être bloquée pour empêcher non seulement les vivres de transiter entre RDA et RFA, mais également pour empêcher la migration entre RFA et RDA, parce que la zone qui a été occupée par les Américains, les Français et les Britanniques était une zone où la vie était beaucoup plus paisible et que les populations qui étaient au niveau de la zone d'occupation de l'Union soviétique avaient l'habitude de quitter pour aller. D'où la construction d'ailleurs du mur de Berlin. Et à partir de là, les Américains vont mettre en place ce qu'on appelle le pont aérien pour ravitailler leur zone d'influence. En 1948, le coup de Prague, au printemps de Prague, et en 1946 avec la guerre civile en Grèce. Donc ça, ce sont des crises qui ont eu lieu en pleine guerre froide, avec la victoire communiste en Chine,
la guerre de Corée 1950-1953. Tout à l'heure, je parlais de cette guerre de Corée-là. Et cette guerre de Corée-là a été tout simplement l'objet en 1953. Cette guerre de Corée, la Corée du Sud qui avait repoussé, la Corée du Nord qui avait repoussé la Corée du Sud jusqu'à occuper une grande partie de son territoire. Et à partir de ce moment, il y avait l'intervention de l'ONU avec l'OTAN. C'est ce qui fait que il y avait le général MacArthur qui avait proposé d'utiliser l'arme atomique et démis de ses fonctions parce qu'il n'était pas question, à partir de cette période, d'utiliser l'arme atomique. Et en 1954, la guerre d'Indochine est défaite de la France. Et je rappelle que en 1954, après la défaite de la France en Indochine, les Algériens vont également profiter de cette situation pour réclamer leur indépendance. On y reviendra avec les leçons sur la décolonisation. Toujours par rapport aux crises politiques et militaires, 1956, il y aura la crise de Suez et l'intervention des deux grands. Donc en 1956, il y aura la crise de Suez. Et dans cette crise de Suez, heureusement pour le monde, je peux dire que les Américains et les Soviétiques se sont rangés derrière l'Égypte et Gamal Abdel Nasser en a profité pour nationaliser le canal de Suez parce qu'à partir de cette période, il avait voulu également construire un pont mais qui n'avait pas les moyens. Et ce canal de Suez-là était un enjeu géopolitique, géostratégique de taille parce que c'est le canal qui relie à la fois l'Europe, l'Asie et une partie de l'Afrique et que les bateaux qui chargeaient du pétrole et des hydrocarbures traversaient pour éviter de faire le grand tour. Donc lors de cette crise-là, si l'Union soviétique et les Américains s'étaient opposés, là il pourrait y avoir un troisième conflit nucléaire. Donc il y aura l'insurrection à Budapest, toujours en 1956, en Roumanie, avec l'intervention de l'URSS. En 1961, la deuxième crise de Berlin avec la construction du mur de Berlin. Donc, lorsque le mur de Berlin avait été construit, ça c'est une deuxième crise au Berlin parce que la première crise c'était le blocus d'abord en 1948-1949. Et 1962, la crise des missiles, des fusées de Cuba. C'est-à-dire qu'en 1962, avec l'avènement de Fidel Castro au niveau de Cuba, Castro pro-soviétique, les soviétiques vont profiter de cette situation-là pour installer des rampes de lancement de missiles au niveau de Cuba en direction des États-Unis. Et que ces rampes de lancement de missiles-là devraient être chargées par le bateau qui avait quitté l'Union soviétique en direction du Cuba pour installer ces missiles. Les Américains ont arrêté le bateau pour leur demander de reculer. Au même moment, il y a eu des discussions à travers le téléphone rouge qui a été installé et que les deux grands se sont entendus. Les Américains vont cesser l'embargo sur le Cuba et les Soviétiques vont décider de retourner avec les missiles qui ne vont pas être installés au niveau du Cuba en direction des Américains. En 1966, la France quitte l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sur le plan militaire que la France avait intégré aux côtés des Américains. Les Français vont le quitter en 1966 et en 1967, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Six. On va revenir sur ça avec la question palestinienne. Donc, on ne va pas entrer dans les détails. 1968, le printemps de Prague, et en 1973, la guerre du Kippour et coup d'État en Chine. Donc, la guerre du Kippour également, on y reviendra avec la question palestinienne. Et donc, à partir de ce moment, ce qui va donner également la fin de cette guerre-là, le soutien soviétique aux communistes en Angola, en Mozambique, aux îles du Nicaragua, au Vietnam, et l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979. Donc, à partir de ce moment, en 1983, il y a eu également la crise des euromissiles et en décembre 1991, démission de Gorbatchev, ce qui va donner fin de la guerre froide avec le pouvoir des Américains. Donc, en 1991, les Soviétiques ne pouvaient plus maintenir cette politique qui existait entre Américains et Soviétiques. Gorbatchev va démissionner du pouvoir et ce qui va entraîner le déclin de l'Union soviétique et les Américains vont prôner la superpuissance à travers le monde. Après cette leçon sur la guerre froide, M. Seck veut apporter quelque chose, donc je vais lui donner la parole avant de continuer. En fait, je veux juste insister sur la fin de la guerre froide, M. Sarr. Et puis, vraiment, vous avez fait un exposé très très brillant. Je vais insister, je veux dire, sur la fin de la guerre froide, ce qu'on appelle la guerre fraîche. Il faut surtout insister sur le fait qu'à partir de 1980, Ronald Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis.
Déjà en 1979, Margaret Thatcher, appelée la Dame de Fer, arrive au pouvoir au Royaume-Uni. Et ces deux fortes personnalités vont donner au bloc de l'Ouest une certaine vigueur, bien une nouvelle vigueur. Et ce qu'on va voir, c'est que Ronald Reagan va tout de suite lancer l'initiative de défense stratégique, l'IDSA, ce qu'on va appeler après la guerre des étoiles. Et cela est extrêmement important parce que lui, il dit l'Amérique est de retour. Puisque l'Amérique est de retour, l'Amérique va reprendre sa place de première puissance économique, politique et militaire au monde. Et cette reprise de la puissance américaine, cette arrivée, cette irruption des États-Unis sur la scène internationale avec Ronald Reagan aura un impact essentiel sur les relations Est-Ouest. Et cet impact, on peut même revenir à 1978, parce que les gens oublient souvent que quand le pape Jean-Paul II est arrivé au pouvoir également au Vatican, parce que c'est un pape polonais, Karol Wojtyła, il est polonais, et il sera également d'un apport essentiel dans cette quête de liberté qu'on verra de l'autre côté du mur de fer, et notamment de la Pologne avec le syndicat Solidarność de Lech Walesa. Et c'est ce sentiment national, ou bien cette lutte sociale qui va se transformer en lutte politique en Pologne et qui va fissurer le bloc de l'Est avec notamment la naissance d'un syndicat libre en Pologne. C'est le syndicat de Lech Walesa dans les chantiers navals de Gdansk. Donc 1978, appelée l'année des trois papes, est également une année charnière dans cette reprise de la guerre froide. Et l'arrivée maintenant au pouvoir de Gorbatchev en 1985 sera également une étape importante. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989 sera également une étape importante. Et on verra de plus en plus, disons, une consolidation de la puissance américaine et un affaiblissement de la puissance soviétique qui va finalement aboutir à trois dates essentielles. Trois dates principales. C'est 1989, novembre 89, la chute du mur de Berlin. C'est 1990, la réunification de l'Allemagne. Et c'est 1991, la dislocation de l'URSS. La grande puissance qui était l'URSS, cette grande puissance communiste, va se transformer en 15 États disparates, qui sont pratiquement des États qui de plus en plus vont adhérer à l'idéologie capitaliste, ces 15 États-là. On va les appeler en certains moments les États indépendants, la confédération des États indépendants, mais forcément cette dislocation va aboutir finalement à l'émergence de la Russie, qui va vouloir garder la prééminence de la puissance soviétique. Et qui actuellement continue à poser des problèmes, notamment à l'Union européenne, en disant que quelque part, certains pays de l'Union européenne, parce que Poutine affirme que certains pays européens ne seront jamais membres de l'Union européenne, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine. Ça, je veux vraiment faire une projection géopolitique sur cette situation-là. Donc, on arrive en 1991 à la toute-puissance des États-Unis. On ne parle plus de deux superpuissances, on parle d'une hyperpuissance américaine. Et les Américains vont vouloir mettre en place la Pax Americana, ça veut dire un nouvel ordre mondial basé sur la puissance américaine et les États-Unis seront désormais les gendarmes du monde. Et juste une dernière chose, est-ce que le monde se porte mieux sans les deux superpuissances, sans cette rivalité entre les deux superpuissances? Là, au moins, on savait qu'on avait un monde bipolaire, avec d'un côté les États-Unis, d'un autre l'URSS, mais maintenant, on a un monde multipolaire avec l'éclatement de plusieurs conflits à travers le monde parce que les États-Unis n'arrivent pas à maintenir leur puissance sur le reste du monde. C'est pour cela qu'on a par exemple l'intégrisme musulman, on a un monde qui se porte. Est-ce que le monde se porte mieux? Avec la fin de la guerre froide, c'est peut-être la question qu'on devrait peut-être poser aux élèves pour qu'ils puissent avoir un peu plus de prospective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seck, pour ce complément. Il a parfaitement raison de dire que après
91 avec les démissions de Gorbatchev au niveau de l'URSS, mais qui reste aussi au pouvoir, il y aura l'émergence des Américains comme étant la superpuissance ou la première puissance du monde et qui se comportent comme étant les gendarmes du monde, en quelque sorte, avec la naissance de l'Organisation des Nations Unies qui trouve son siège au niveau de New York et que les Américains participent beaucoup plus par rapport aux autres États. Alors, au-delà de cette première partie qui concerne le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, résumé en deux parties, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les règlements de conflit. Et l'autre aspect, les relations Est-Ouest, de la formation des blocs jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Nous allons parler de décolonisation et affirmation du tiers-monde. Alors, quand on parle de la décolonisation, dès l'instant qu'on parle de décolonisation, le mot d'abord, la décolonisation qui est un processus qui s'accélère depuis 1945. Ça veut dire qu'à partir de 1945, après la Seconde Guerre mondiale, les États sous domination vont essayer de réclamer leur indépendance. Et ici, on aura des facteurs sur le plan de la décolonisation. Il y aura des facteurs internes, mais également il y aura des facteurs externes. Au-delà de ces facteurs, on aura des exemples de décolonisation, des exemples de décolonisation pacifique, mais également des exemples de décolonisation violente. Par rapport à cette décolonisation toujours, nous allons revenir sur les bases de la décolonisation, surtout par rapport à la décolonisation, sur les facteurs de la décolonisation qu'on appelle les facteurs internes de la décolonisation. Alors, pour ces facteurs internes, il faut noter un déséquilibre qui a existé sur le plan économique et une désorganisation des sociétés. Parce que pendant la colonisation, il y avait ces pays-là qui étaient colonisés par la métropole. Je peux donner l'exemple de la France et de l'Angleterre. Par exemple, la France qui avait des colonies en Afrique, le Sénégal en fait partie, l'Angleterre également qui avait des colonies en Afrique et qui dominait l'essentiel de l'économie africaine d'une manière générale. Donc, ce sont ces aspects-là, sur le plan économique, qui ont poussé les intellectuels qui ont fait l'Europe et qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, une fois de retour, vont susciter ce qu'on appelle l'idée de nationalisme. Alors, c'est ce nationalisme-là qui va être parmi ces facteurs-là internes qui vont causer la décolonisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'essor du nationalisme et des groupes moteurs de la décolonisation. Donc, les peuples vont se former, les organisations politiques se forment, les organisations militaires sur le plan de la libération se forment. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1948, avec Sékou Touré en Guinée, les syndicats qui se sont formés et qui voulaient réclamer coûte que coûte après 1945 leurs indépendances. C'est la raison pour laquelle, lorsque le général de Gaulle a fait ce voyage-là en Afrique, arrivé en Guinée, quand il demandait aux peuples africains s'ils voulaient l'indépendance pour les là, Sékou Touré avait dit qu'il voulait accéder à l'indépendance. Il est arrivé au Sénégal avec les porteurs de pancartes, il disait si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Mais le problème qui se pose en est qu'avec les mouvements d'indépendance, certains sont parvenus à avoir une indépendance, mais une indépendance politique. Et sur le plan économique, peut-être que M. Fall vont revenir sur cela, parce qu'on peut se demander, aujourd'hui, on dit que les pays africains sont indépendants sur le plan politique, mais sur le plan économique, pourquoi ils ne sont pas indépendants? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et sur les facteurs externes, il y a eu l'émergence du tiers-monde, il y a eu également la participation de l'Union soviétique et des États-Unis, et la participation également de l'ONU, où il y a eu ce droit-là des peuples à disposer d'eux-mêmes, que je vous disais tout à l'heure, que ça semble paradoxal. Lorsqu'il y a eu cette déclaration de l'Europe libérée, les peuples à se disposer d'eux-mêmes, alors qu'au même moment, il y a eu ces peuples d'Afrique et ces peuples d'Asie qui étaient sous la domination britannique. Donc, toujours par rapport à ces éléments importants, l'établissement des métropoles favorise des mouvements de décolonisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc ils vont être affaiblis. Et non, l'Europe qui est affaiblie, notamment la France, le Royaume-Uni au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvons plus avoir la force sur le plan militaire de maintenir les colonies. Mais sur le plan économique, ils ne voulaient pas quitter les colonies parce qu'ils voulaient toujours se ravitailler au niveau de ces anciennes colonies-là, surtout la France. Les superpuissances qui ont joué un rôle extraordinaire. Les États-Unis, par exemple, au nord de son histoire d'ancienne colonie, parce que les Américains ont été également colonisés par l'Angleterre. Donc, au nord de cette histoire-là que les Américains ont vécu la colonisation, donc eux également, ils ne sont pas favorables à la colonisation. Et l'Union soviétique estime que le colonialisme est créé par le capitalisme. Alors ici, l'Union soviétique,
c'est des questions d'intérêt économique et idéologique. Parce qu'ils s'opposent à l'idéologie du capitalisme et ils considèrent que le colonialisme est mis en place par les capitalistes. Dès l'instant qu'ils considèrent que le colonialisme est mis en place par les capitalistes, alors que eux, ils sont contre la politique capitaliste, donc ils se disent qu'ils sont contre la colonisation parce que la colonisation est purement capitaliste. À cela s'ajoute, tout à l'heure, je vous ai dit, le rôle que l'Organisation des Nations Unies a joué, qui est née le 28 juin 1945. L'ONU défend le droit des peuples à disposer des mêmes. Donc, son alliance croit au fur et à mesure que les pays décolonisés deviennent membres. Ça veut dire que pour l'ONU, il fallait décoloniser. Parce que si on décolonise les pays qui étaient sous domination, ils vont devenir membres de l'ONU. Parce qu'à la création, l'ONU n'avait pas beaucoup de membres. Et avec la décolonisation, avec les mouvements d'indépendance, l'ONU va gagner beaucoup de pays qui vont être membres. Alors, à partir de là, retenez ces notions. Il y a ce qu'on appelle l'anticolonialisme, qui est une doctrine et attitude qui dénonce la colonisation. Il y a également ce qu'on appelle décolonisation, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Les droits des peuples à disposer d'eux, c'est un principe qui est défendu par les anticolonialistes. C'est-à-dire que chaque pays, la non-ingérence, doit être indépendant sur le plan politique, mais également sur le plan territorial. Ce qu'on appelle le respect des frontières qui ont été tracées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça c'était l'aspect général de la décolonisation, d'une manière générale. On va parler de décolonisation. Ça veut dire que dans la décolonisation, nous avons des décolonisations violentes et des décolonisations pacifiques. Entendez par ce qu'on appelle décolonisation violente, les peuples qui ont accédé à l'indépendance en utilisant les armes ou en utilisant la force. C'est-à-dire ceux qui ont arraché leur indépendance. Et parmi les peuples qui ont arraché leurs indépendances, nous avons l'Indochine avec la France, nous avons également l'Algérie avec la France. On va prendre le cas de l'Algérie. L'Algérie, qui est une métropole coloniale de la France, qui a accédé à l'indépendance en 1962. Et je rappelle que la guerre d'indépendance de l'Algérie, c'est de 1954 à 1962, parce que l'Indochine a eu son indépendance en 1954 lorsqu'il l'a arraché à la France. Les Algériens ont profité de cette défaite de la France en Indochine pour contester en organisant des partis politiques, mais également en organisant la riposte contre la France. Au même moment, il y avait ce qu'on appelait les pieds noirs en Algérie et qui étaient contre l'indépendance de l'Algérie parce qu'ils se considéraient comme étant des Français qui vivent en territoire algérien. Donc, ils se considéraient comme étant des Français en Algérie. Ils ne voulaient pas que le gouvernement français quitte l'Algérie en quelque sorte. Parmi ces causes de la décolonisation en Algérie, il y a eu ces facteurs internes qui sont l'ancienneté du nationalisme algérien et sa montée en puissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Algériens vont réclamer tout simplement le nationalisme algérien, le rôle des élites intellectuelles dans la prise de conscience des populations. Et ça, c'était pas seulement pour l'Algérie, mais c'était pratiquement dans toute l'économie. Il y avait ces intellectuels qui ont joué un rôle important sur le plan de l'éveil des consciences et sur la prise qu'on appelle la prise de conscience. La prise de conscience n'est rien d'autre qu'au moment où les États dominés sont conscients qu'ils sont dominés. Et cette domination ne fait que les réduire au sous-développement et à la pauvreté, au chômage, etc. Donc, ce qui fait que ces facteurs-là sont considérés comme étant des facteurs internes de la décolonisation en Algérie. Et toujours en Algérie, par rapport aux facteurs externes de cette décolonisation, il y a l'impact des deux guerres. Ça veut dire que je rappelle qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, la métropole avait promis aux pays colonisés qu'on appelle la chute du mythe de l'homme blanc. Cette chute du mythe de l'homme blanc, arrivé en Afrique, ils vont se dire que l'homme blanc qui se dirait supérieur n'est pas en réalité supérieur à l'homme blanc. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les facteurs externes de cette décolonisation. Le soutien des soviétiques, mais également le rôle de l'ONU également au niveau de l'Algérie. Par rapport à cette forme violente, du fait de la détermination des nationalistes algériens à utiliser les forces vives de la France afin de combattre les qui étaient là. Donc, voilà d'une manière générale, jusqu'en 1962 où Ahmed Ben Bella va devenir le premier ministre ou le premier président de l'Algérie avec l'indépendance de l'Algérie. Donc, après cette indépendance de l'Algérie, il y aura également une forme pacifique. Peut-être qu'on va prendre l'exemple du Sénégal sur le plan chronologique, qui va prendre l'indépendance sur le plan pacifique. Donc, le processus de l'indépendance du Sénégal s'articule autour de quelques questions, de quelques dates à retenir. 1944, 1946, 1956, 1958 et 1960.
Donc, ce sont ces dates-là, sur le plan chronologique, qui va émailler la déclaration diplomatiques qui ont eu lieu à Amir avec El Sadat qui se rend à Jérusalem en 1977, la signature des accords de Camp David en 1978 entre Sadat, Égypte et Menahem Benjamin en Israël. Il y a eu également en octobre 1991 la conférence de Madrid avec les accords de 93, accords d'Oslo, ce qu'on appelle les accords d'Oslo, qui ont été signés à Washington par Isaac Rabin Yasser Arafat et le président Bill Clinton qui va également jouer un rôle sur ce processus de la paix. Je rappelle que beaucoup de présidents américains également ont essayé d'avoir la paix entre les pays arabes et l'Israël. Il y a aussi, avec la guerre d'autres présidents qui ont joué, le sommet de 99 de Sharm el-Sheikh en Égypte. En 2013, il y a cette feuille de route par le cartel États-Unis, Union européenne, l'ONU et Russie également qui vont dresser une feuille de route destinée à un processus de paix entre l'Israël et la Palestine. La Palestine devient un État observateur de l'ONU en 2012, ce que j'ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'en 2012, l'Organisation des Nations Unies accepte que la Palestine siège au niveau de l'ONU, mais en tant qu'État observateur. Donc cela, c'était en 2012. Et en 2015, la Palestine devient un État partie du statut de la Cour pénale internationale. Ça, c'est en 2015. Maintenant, dans ces processus de paix, il y a eu également des obstacles. Parmi ces obstacles du processus de paix entre la Palestine et l'Israël, le premier obstacle, c'est le refus de reconnaissance d'Israël par la Palestine. C'est-à-dire que dès 1940, avec la résolution 1981, les Palestiniens avaient refusé de reconnaître l'existence de l'État d'Israël, mais également de refuser la résolution 181. Ça, c'est le premier obstacle. Ensuite, le statut de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem est une ville qui se trouve en pleine Palestine, mais une ville qui est administrée par l'Organisation des Nations Unies. La Palestine a également rejeté cela, et avec l'avènement de Donald Trump également, cela a failli dégénérer en une crise lorsqu'il a voulu transférer l'ambassadeur des Américains à Jérusalem, parce que c'était une idée pour faire en sorte que c'était comme si Jérusalem était la capitale d'Israël. La colonisation israélienne et l'occupation des territoires est l'un des facteurs bloquants, je l'ai dit tout à l'heure, puisque les territoires de la Palestine ne sont pas reconnus, il y a toujours cette conquête de l'espace du territoire au niveau de Jérusalem. Et le facteur marquant, d'ailleurs le plus marquant, c'est l'assassinat et la mort du leader Arafat, Rabin et Benjamin Sheikh Yassin, qui ont été des leaders arabes par rapport au processus de la paix qui ont été malheureusement assassinés. La partialité des États-Unis sur le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ça vous a dit tout à l'heure, et limite et incapacité de l'ONU. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si l'ONU a des limites ou a des incapacités pour résoudre ce problème-là qui date de 1947. Et l'impuissance des pays arabes également est l'un des facteurs bloquants. Il y a également cette intifada qui date de 1987 jusqu'aux années 2000 avec des attaques de part et d'autre et la question du contrôle de l'eau. L'eau comme ressource primordiale, la question du contrôle de l'eau également est un facteur bloquant par rapport à cela et s'y ajoute le blocus opposé à la bande de Gaza. Ce sont ces facteurs-là ou ces éléments qui entravent le processus de la paix par rapport aux guerres ou par rapport au conflit israélo-palestinien. Voilà donc pour ce qu'on avait choisi de parler, puisque on n'a pas assez de temps, peut-être qu'on va passer aux questions et réponses, puisqu'il y a déjà des questions qui ont été posées par les internautes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, alors on remercie M. Sarr. L'exposé a été très très brillant. Maintenant, on va passer aux différentes questions. Ok, d'accord. Alors, cette question elle revient souvent au niveau des élèves. C'est une question qui revient souvent parce que définir le contexte historique, c'est souvent également quelque chose qui revient au niveau des évaluations. On demande généralement aux élèves de donner le contexte historique, mais maintenant, depuis quelques années, on ne leur demande pas seulement de donner le contexte historique, on leur demande de donner le contexte historique en liant ce contexte-là à des événements.
On dit souvent donner le contexte historique en précisant ou bien en donnant deux autres événements qui sont. Alors, le contexte historique, c'est extrêmement simple. Moi, j'essaie d'expliquer ça à mes élèves en mettant en place un triangle. Hein? Parce que un événement se déroule dans un contexte. Dans un contexte d'abord spatial. Un événement se déroule forcément quelque part sur la Terre. Le contexte spatial où cet événement s'est déroulé. Ensuite, le contexte chronologique. Un événement se déroule forcément en un moment T, soit c'est une date précise, soit c'est une année, ou bien, disons, un événement se déroule également entre telle année et telle année. Vous voyez bien, dans le contexte chronologique. Et finalement, c'est le contexte événementiel, parce qu'un événement historique se déroule dans un cadre global d'un événement historique. Donc, si vous voulez donner le contexte historique, il faut d'abord dire où cela s'est passé. Il faut dire quand cela s'est passé. Il faut dire également dans quel contexte événementiel que cela se passe. Je donne un exemple. Si on vous parle de la conférence de Bandung en 1955, hein, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est clair, mais c'est également dans un contexte d'affirmation, hein, d'une certaine conscience de décolonisation. Vous voyez bien. Donc c'est dans ce contexte-là que s'est déroulée la conférence de Bandung. Vous voyez. Si on vous dit par exemple la conférence de Yalta, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez bien, on est dans l'après-guerre, bien que la guerre ne soit pas totalement terminée, mais on est dans l'après-guerre parce que Yalta, c'est entre la fin de la guerre en Europe et la fin de la guerre en Asie. Donc, il faut préciser où, quand et quel est le contexte englobant. Parce qu'il y a forcément un événement qui englobe cela. Et c'est ça le contexte historique. Monsieur Sarr, vous pouvez préciser. Oui, donc quand on parle ici de contexte historique, d'abord il faut retenir que parfois, dans ce qu'on vous demande, il peut y avoir deux contextes. Ça veut dire que le contexte dans lequel s'inscrivent les événements relatés dans le texte. C'est-à-dire que dans un texte, il y a toujours des événements qui sont relatés. Les événements qui sont relatés dans le texte, quel est le contexte de ces événements-là? Ça veut dire que parfois, souvent on dit que le contexte historique, c'est la cause de la cause. C'est-à-dire que c'est ce qui a donné naissance à ces événements-là qui sont relatés dans le texte. Et l'autre contexte qui peut être qualifié de contexte particulier, c'est ce qu'on appelle le contexte qui a poussé l'auteur à écrire. C'est-à-dire qu'un auteur, quand il écrit, il a des motivations. Il y a une circonstance qui se présente. Cette circonstance-là qui se présente et qui permet à l'auteur d'écrire, c'est cette circonstance-là qu'on appelle contexte historique particulier. Donc, il y a deux contextes. Le contexte général, qui est ou le contexte des événements relatés dans le texte, et le contexte particulier, le contexte qui a permis à l'auteur d'écrire pendant cette période-là et non pendant une autre période. Et par rapport à ce qu'on appelle la portée historique. La portée historique, c'est tout simplement l'importance que le document a sur le plan de l'histoire. C'est-à-dire, ce que le document nous renseigne en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle portée historique. Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. Voilà. Non, je pense que c'est bon. On peut passer. Comment analyser le document géographique? Bon, en fait, les élèves, il faut également qu'ils se rendent compte que la synthèse ne peut pas remplacer tout ce qu'ils ont appris en classe. Généralement, quand on fait une synthèse, quand un élève vous pose une question sur une formule particulière, là, on doit lui demander d'aller revoir ces formules. D'accord? Mais là, c'est forcément une interprétation d'une courbe, hein, d'une courbe d'évolution. Il faut d'abord comprendre que la courbe d'évolution est là pour traduire un peu l'évolution d'un phénomène géographique. Soit c'est l'évolution de la population, soit c'est l'évolution d'un PIB, en tout cas c'est l'évolution d'un phénomène géographique, l'évolution dans le temps. Et forcément, on a sur la courbe des dates. Hein? On a donc sur l'axe des abscisses, on a des dates, et sur l'axe des ordonnées, on a la réalité elle-même. On trace la courbe. Comment l'interpréter? Il ne faut surtout pas que l'élève nous dise la courbe monte, la courbe descend. Ça, c'est à éviter. Parce que la courbe en elle-même n'est pas une réalité géographique, mais la courbe traduit une réalité géographique. Donc, il faut que l'élève nous
parle de la réalité géographique. C'est une courbe qui parle de l'évolution d'une population. Il faut que les nous disent de telle année, l'année de base, jusqu'à telle année, la population de tel pays ou bien de tel espace est passée de temps, il a un chiffre, à temps, soit une évolution, une augmentation de, ou bien une baisse de. Il faut donc d'abord parler de l'allure générale de la courbe. Ensuite, on va passer aux différents accidents, comme on les appelle, de la courbe. On va voir quel est le point culminant de la courbe, quel est le point le plus bas de la courbe, et à quelle occasion on a le point le plus élevé et le point le plus bas, et essayer d'expliquer également, parce qu'on ne s'arrête pas seulement au constat. Une interprétation, c'est un constat et une explication de ce constat-là. Généralement, les élèves s'arrêtent seulement au constat. La population augmente, la population baisse, cela ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi la population augmente, il faut expliquer pourquoi la population baisse, il faut expliquer pourquoi on a un pic à ce niveau, il faut expliquer pourquoi on a une baisse minimum à ce niveau, il faut passer également aux explications. Pour me résumer, l'interprétation, c'est le constat et l'explication. Il faut constater et expliquer les phénomènes géographiques à travers la courbe. Voilà. Donc, juste pour apporter quelques éléments, le constat peut également être appelé la description. C'est-à-dire que pour interpréter un document, mais pour interpréter un graphique, il faut faire la description et l'explication. La description, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de noter l'évolution. Dans le cadre d'une population, par exemple, et souvent on utilise ces trois expressions. La courbe est ascendante, ou la courbe est descendante, ou la courbe est constante, dans le cadre d'une courbe d'évolution. Maintenant, à partir de ce moment, il faut expliquer pourquoi, de telle date à telle date, il y a une évolution de la population. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, le monde fait face à une crise sanitaire, le Covid-19. On a noté qu'en Europe, dans beaucoup de pays, ou en Afrique, il y a eu beaucoup de morts. Et ensuite, on étudie sur le plan économique l'aspect évolution de cette population-là, on pourrait se rendre compte que à partir de telle date ou de telle date, la courbe d'évolution a tendance à chuter. Parce que tout simplement, il y a eu des événements qui sont passés par là. Par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des destructions. Et l'autre aspect, par exemple, s'il s'agit d'un diagramme en barre, d'un diagramme sur autre, sur le plan économique, il faut toujours essayer de montrer pourquoi. Il faut se poser toujours la question pourquoi. Pourquoi cet événement-là s'est déroulé ainsi et pas d'une autre manière. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on étudie le modèle économique américain ou l'allemand, on voit que l'économie américaine domine l'économie canadienne ou l'économie mexicaine, il faut être capable d'expliquer le pourquoi. C'est rien d'autre que cela, ce qu'on appelle l'interprétation d'un document. Là, juste pour insister sur une chose, c'est ce que même les élèves ont tendance à faire. Quand on leur demande d'expliquer l'évolution du groupe et de pouvoir se limiter seulement au constat. Alors que réellement, il ne s'agit pas de constater, mais il s'agit d'expliquer, il s'agit même de partir donc, là, de ce qu'on a dans le cours comme élément, mais surtout aussi de ce qu'on a donc, là comme connaissance générale. Donc, encore une fois, c'est un conseil qu'on donne aux élèves. Ne vous limitez pas seulement au constat, là aussi, donc ça pourrait réellement vous dérouter. Ouais, la prochaine question. C'est bon, hein? Il n'y a que ça. Il n'y a pas de questions sur les différentes formules, bien ça va, c'est bon? La dette publique, ça c'est une formule économique, elle n'est pas géographique. Voilà, merci. Ok. Bon, à celle-là, on peut quand même répondre. Hein? Le PIB global, c'est d'abord, il faut savoir ce que c'est que le PIB global. Donc, je disais qu'il faut peut-être savoir exactement ce que c'est que le PIB global. Donc, le PIB global, c'est l'ensemble de la richesse créée à l'intérieur d'un territoire national, autant par les entreprises nationales que les entreprises étrangères.
C'est ça. Et la formule économique qu'on donne souvent, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées de l'ensemble des entreprises, qu'elles soient nationales ou étrangères, installées sur le sol national. Donc c'est ça le PIB global. Donc, on peut dire que c'est l'ensemble de la richesse créée dans le pays. Et le PIB par habitant, on prend le PIB global qu'on rapporte à la population. Pour être simple, on prend le PIB global qu'on divise par la population. C'est pour essayer de savoir quelle serait la part de chacun dans cette richesse-là créée à l'intérieur du territoire si on avait disons, une répartition égale d'espèces nationales. D'ailleurs, de plus en plus, le PIB par habitant est remplacé par le revenu par habitant. Parce que le revenu est un peu plus, disons, globalisant, un peu plus pertinent. Voilà. On nous demande de revenir sur la méthodologie comme portée historique et intérêt historique, c'est déjà fait. Des explications sur le contexte historique, c'est déjà fait. Comment analyser les documents géographiques et interpréter la courbe, ok, c'est déjà fait. La différence entre la portée et le contexte historique, ça aussi c'est déjà fait. Je pense que M. Sarr a bien répondu à cette question. Comment identifier le genre de diagramme qu'il faut tracer en commentaire géographique? Là, c'est une question qui revient souvent parce qu'on dit aux élèves, généralement dans une évaluation, tracer un diagramme pertinent. On leur demande de tracer un diagramme pertinent. Maintenant, certains élèves pensent qu'il y a un diagramme qui s'appelle diagramme pertinent. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de diagramme qui s'appelle diagramme pertinent. Quand on vous demande de tracer un diagramme pertinent, on vous demande de choisir entre les différents diagrammes que vous connaissez. Quel est le diagramme qui est approprié aux données géographiques que vous avez? Alors, généralement, on dit aux élèves que si ce sont des réalités fixes, ce sont des réalités géographiques fixes, on utilise en général un diagramme en bâton ou un diagramme en barre. Maintenant, en barre verticale ou en barre horizontale. Si ce sont des réalités géographiques fixes, si ce sont des réalités géographiques évolutives, ça veut dire on a une évolution. En général, on met en place une courbe d'évolution. On trace une courbe d'évolution. Si ce sont des réalités géographiques qui partent d'une globalité et qui forment des parts, on peut tracer un diagramme semi-circulaire, un diagramme circulaire. Même un diagramme en tiroir d'or, ce sont des parts, un diagramme en tiroir d'or. Vous voyez bien. Donc ça dépend des réalités géographiques qu'on veut représenter sur ce diagramme-là. Il y en a bien d'autres, mais je pense que ce sont les diagrammes les plus courants. Les plus courants, ce sont ceux-là. D'accord? Donc ça dépend des réalités géographiques qu'on a données, ça dépend des chiffres qu'on a donnés et de comment est-ce qu'il faut les mettre en place. Je donne également un autre exemple. Si on a des réalités disparates, par exemple, on donne la structure de la population active des États-Unis en 2010, 2011, 2012, 2013. Vous voyez, ce sont des réalités évolutives, mais qui sont différentes. Parce que quand on nous parle de structure de la population active des États-Unis, forcément, on a 3 chiffres différents. On a la part de la population entre 0 et 20 ans, en tout cas les plus jeunes. On a la part de la population adulte et la part de la population vieille, âgée. Alors là, il faudra peut-être un diagramme en nuage, comme on l'appelle, ou un diagramme en tiroir d'orgue, mais d'une autre manière. Ça veut dire un diagramme en tuyau d'orgue, où on aura les parts ici et l'évolution des parts. Donc on aura une courbe de la population entre 0 et 20 ans, une courbe de la population entre 20 et 65 ans et une courbe de la population entre 65 ans et plus. Et dans la graduation, on va aller de 0 à 100, puisque de toute façon, ça ne peut pas dépasser 100%. Donc, le type de diagramme qu'on va donner dépend des données et dépend également de l'évolution, dépend de la réalité géographique.
compléter. Voilà, donc il y a des élèves qui demandent la formule de calcul du taux de couverture. Le taux de couverture se calcule avec la valeur des exportations divisé par la valeur des importations multiplié par 100. Donc c'est cette formule-là que vous pouvez utiliser pour calculer le taux de couverture. Alors, sur la méthodologie de la dissertation, il y a un élève qui demande d'y revenir, juste pour vous expliquer le libellé du sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet est donné en fonction, en conformité avec ce qu'on appelle le bac IEMOA. Ça veut dire qu'il y a toujours l'énoncé, qui est appelé également prétexte ou contexte. C'est-à-dire que la première partie du sujet, souvent on met contexte. Mais si on met énoncé, ça signifie la même chose. Si on met prétexte également, ça signifie la même chose. Donc l'énoncé, le contexte ou le prétexte comporte l'information sur laquelle s'appuie la demande. Ça veut dire que l'énoncé ou le contexte, c'est l'information qu'on veut lire, sur quoi va s'appuyer ce que vous devez faire. Et l'autre partie du sujet, c'est ce qu'on appelle la consigne. La consigne, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et souvent, quand vous faites attention et cultivez un peu d'intelligence, vous allez avoir ce que vous devrez faire au niveau de votre développement. Parce que la consigne va vous aider dans l'organisation de votre plan. Et à partir de ce moment, il faut tout simplement respecter la méthodologie. La méthodologie, comme toujours, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a une introduction, un développement et une conclusion. Une introduction qui s'articule autour de 3 points. La partie amorce, c'était pas d'amener le sujet. C'est-à-dire que c'est l'entrée en matière en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle aussi l'introduction de l'introduction, souvent certains disent du air-taquin. Donc ça veut dire que l'élève ne doit pas entrer d'une manière brusque avec le sujet. C'est-à-dire que c'est comme si vous devez entrer dans une chambre, vous tapez la porte et attendre qu'on vous demande d'entrer avant d'entrer. C'est ça qu'on appelle la première partie de l'introduction. Et la deuxième partie de l'introduction, moi souvent, ce qu'on appelle poser le sujet ou la problématique. Et le plus souvent, quand vous faites une problématique, ça va être beaucoup plus abordable. Parce que lorsque vous faites une problématique et que vous posez une question, une série de questions, à chaque fois que vous posez des questions, il y a des réponses qui vont venir dans votre tête et que vous devrez noter au niveau de votre client. Et la troisième partie, c'est le plan. Le plan doit être impérativement respecté lors du développement. Parce que souvent, je dis que c'est comme si vous donnez votre plan à un maçon. Vous avez un terrain, vous avez confectionné un plan pour donner à un maçon. Si vous ne respectez pas un plan, vous n'êtes pas satisfait. De la même manière, si vous ne respectez pas un plan de dissertation, le prof n'est pas satisfait. Et le développement n'est rien d'autre que, comme son nom le dit, il s'agit de développer les différents points que vous avez annoncés au niveau de votre plan. Et après, vous faites votre conclusion. L'aperçu général, ou résumé, portée historique et ouvrir des perspectives. Je répète que la portée historique, ce sont les événements qui donnent l'importance au sujet ou au texte. C'est-à-dire les éléments historiques que nous avons pu comprendre à travers un livret. Voilà donc de façon romancée ce qu'on pouvait apporter en retour sur la méthodologie de la dissertation. Bon, juste ajouter des choses à ce que vient de dire M. Sarr, surtout par rapport même donc, à la façon dont les sujets sont développés maintenant, surtout même, comme il a si bien dit, pour un élève qui est intelligent, donc rien qu'à lire la consigne, donc il pourra savoir donc, là, ce qu'il doit traiter au niveau du développement. Parce qu'au niveau de la consigne, il y a des verbes qu'on appelle des verbes d'action qu'on a mis dans cette consigne-là. Et si on analyse ces verbes d'action-là, donc là, on pourra bel et bien donc, là, faire son plan. Mais toujours par rapport à l'introduction, parce que ce que bon nombre d'élèves ont tendance à faire, c'est de pouvoir, dès l'introduction, essayer de répondre même à la question. Alors que l'introduction sert uniquement donc, là, comme prétexte pour entrer dans le sujet. Donc, il faudra toujours éviter d'être trop ce qu'on pourrait dire, généreux dans l'effort au sein même de l'introduction. Donc, à savoir, dans la première partie, décrire le contexte général du sujet, le cadre spatio-temporel. Ensuite, donc, de pouvoir poser la problématique, mais de faire un bon plan. Et aussi, ce plan-là, quand on va traiter ça au niveau du développement, d'être le plus clair, le plus concis possible, mais d'avoir un développement, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, très aéré. Un devoir bien aéré, c'est un devoir qui sera très aisé à lire. Donc, utiliser donc là une phrase très claire, mais aussi d'avoir des phrases d'amorce de chaque partie du développement, mais d'avoir aussi donc là des phrases de transition, permettre de quitter une partie pour aller à une autre
partie. Parce que là aussi, ce sont des éléments qui sont très, très, très essentiels quand on traite donc là son développement. Mais aussi de faire ce qu'on appelle un travail préalable dans l'introduction, à savoir ce que les Anglais appellent le brainstorming, c'est-à-dire de mettre sous papier toutes les idées qui nous viennent en tête, après maintenant de sélectionner et d'avoir un bon développement que vous pourrez traiter. Oui, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. Hein? J'ai vu ici qu'un élève a demandé des astuces pour la présentation des auteurs, mais là, il faut qu'il apprenne ses leçons. Hein. Il n'y a pas d'astuce, hein. Il y a juste des connaissances à acquérir sur les auteurs pour pouvoir les présenter. Il n'y a pas mille manières de le faire. Alors, merci bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, peut-être pour terminer, dire du courage aux élèves et de les souhaiter bon sens, que Dieu vous accorde la réussite et que vous ayez le bac avec mention et avec brio. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est à la suite de M. Sarr, comme l'a dit. Donc là, souhaiter bonne chance aux élèves. Donc, d'être le plus calme possible. Donc là, aussi de pouvoir bien les recommandations qui ont été données, autant sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan des autorités qui organisent donc là, les examens, de pouvoir respecter à la lettre donc là, les recommandations. Et je pense qu'on ne va pas pouvoir terminer donc là cette synthèse-là sans pour autant, parce qu'on l'a évoqué au niveau donc là du traitement des leçons, le problème de cette situation de Covid. Donc, demande toujours aux élèves d'être prudents, surtout qu'on sait qu'il y aura beaucoup de déplacements durant ces examens-là, d'être beaucoup plus prudents. Mais encore une fois, donc, c'est une recommandation qu'on donne tout le temps aux élèves de ne pas amener le smartphone au centre d'examen parce que là, c'est totalement interdit pour les élèves. Donc, je m'inscris entièrement dans ce que mes collègues ont dit. Hein? Il faudra, donc je souhaite bonne chance aux élèves, d'abord. Nous allons prier pour eux parce qu'actuellement il ne reste que la prière en ce moment-là. Et on leur donne les recommandations d'usage. Il ne faut surtout pas avoir peur. On ne vous donnera pas quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est pas permis. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut garder un certain calme et une certaine confiance. Les problèmes, c'est vous qui les réglez. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir les régler. Allez, bonne chance à tout le monde et à tous les élèves. Merci.